Others, like the Americans, are much more committed to financial markets, to broad and deep financial markets, but would like to make them less vulnerable to crisis. This leads to proposals such as increased capital requirements for banks and other financial institutions, segregation of some particularly risky activities such as swaps and proprietary trading from the bank balance sheets, better clearance of derivatives, and so on. I like to refer to these kinds of proposals as improvement of financial plumbing. It's not glamorous like plumbing, but it is essential, and it focuses on what went wrong rather than on some broader intellectual ambitions. What feeds in part the German perspective is the difficulty of identifying clear net benefits of highly developed finance. We understand that heavily underdeveloped countries suffer because their financial markets are undeveloped, and in fact, their firms cannot get finance, so that's one extreme. On the other extreme, of course, are the situations of extremely liquid, free-for-all financial markets that we believe need further regulation. But the difficult question is, where is the middle? Where is the correct balance? And how do we see that? Well, surely if you do have better financial markets, there is hedging and there is reduction in the cost of capital for real investments. But of course, there are also risks of investor confusion and fragility. In what feeds the American perspective, other than the political power of the financial institutions, is the faith in the benefits of finance and the fact that we do have millions of people who have been able to buy their homes. We do have much lower capital to firms than they could obtain through banks as a consequence of financial innovation. Now, one point that I would like to emphasize, and I know it's not a settling point, is conceptually these issues remain unresolved, which is where it is that this golden middle is, of how much finance do you really want? And it's a very complicated question. But let me turn to my major point. Even aside from conceptual ambiguities, one critical yet barely discussed issue is the capacity of the regulators to regulate finance. In the decade prior to the financial crisis, every single regulator in the world, as best I can tell, has utterly failed. The Securities and Exchange Commission in the United States not only failed to detect major financial scandals, but perhaps more importantly, was broadly supportive and accommodating of the increases in leverage in the investment banks and in other financial institutions that it has regulated. The Federal Reserve Bank, although it has done many heroic things in 2009, through the previous 5 years, even though aware of the housing price bubble, has refused to do anything to deal with it, and in fact has adopted many regulatory rules to allow expansion of financial markets. The leverage of European banks, of course, as we all know, is considerably greater than the leverage of the American banks prior to the crisis, and their financial situations was often more precarious, and that too was done with full agreement of the regulators. And finally, I think there is a pretty universal agreement that Basel has not worked. So what does that mean? If we compare American regulators to the European regulators, in many instances, the American regulators are better funded, have more tools at their disposal than the regulators in other parts of the world. Do we really want these regulators, who did not manage to carry out successfully their limited mandates in the last 10 years, to do a lot more? How will this work? I think what makes this problem even more complicated is that many regulators, in the United States at least, are not that keen to do anything differently. I think if you talk to the officials of the US Federal Reserve, what you see is a lot of what I like to call Taylor rule nostalgia, the hope that the crisis is just going to go away and they can go back to inflation targeting and other things that have proved so successful in the last 20 years. But of course, we now know that this will not do.
It is now completely obvious not only that regulators must pay attention to financial markets, but also that they will be required to do so by legislatures. Yet it is difficult to imagine how the existing agencies, even with larger budgets, can, for example, regulate capital requirements when banks will do all they can to circumvent them, and have done so extremely successfully. It is even harder to imagine how regulators will figure out which innovations are acceptable, which are not, what constitutes proprietary trading. My guess the effect of the Volcker rule is that the name of the groups that do proprietary trading will change from proprietary trading to hedging, and that will be okay. And nobody, in my opinion, I should say, talks about one of the central problems of instability of the financial markets, which is, of course, what we call the long-only investors. You know, we complain about banks that created subprime debt and created all these AAA securities, and we complain about the rating agencies that have given them AAA ratings, but what about the people who bought the stuff? The reason that the banks and the rating agencies have issued all this paper and blessed all this paper is that at the end of the rope there were many investors, many of them European banks, in fact, very, very many of them European banks, who bought this terrible paper. And of course, none of this is being discussed in the context of regulation. Now, so I think we all agree what needs to happen, and we heard very articulate statements about that. But let me venture a forecast about what is going to happen, since I'm an economist and not a policymaker. I suspect we're in for some very volatile times. Most likely, the new legislation will prove ineffective, and large institutions will continue to fool regulators because they are so much more sophisticated. I would guess that 5 years from now, the major financial institutions will be larger than they are today and will be involved in the same and more activities with as much leverage if you measure it correctly. Some aspects of regulation are certainly going to have effects, but my guess is the system will adjust so that the banks can continue making money as they do today. They will move some of their activity into unregulated areas. I think it's very difficult to imagine that regulation will capture everything, and my guess is the system will remain quite unstable and volatile. I should say that this is nobody's fault. There is simply too much capability mismatch between regulators and the firms they regulate, which fundamentally make money by expanding their balance sheet. And so while I agree wholeheartedly with the speakers on the previous panel that we do need improvements in regulation and that we are going to get some, my guess is the net effect of these improvements in regulation will be relatively minor compared to the enormous powerful tendencies of the financial system to expand, and to expand with very considerable leverage. Thank you very much. Thank you very much, Professor Schlafer. Thank you. C'est le tour de quelqu'un qui n'a pas besoin d'une introduction parce que je l'ai fait déjà. Rachid Al-Marraj, le gouverneur de la Banque centrale de Bahreïn. Et c'est vrai que Bahreïn a renforcé des règles bancaires bien avant la faillite de Lehman. Donc, je vous demande qu'est-ce qu'il faut pour un nouveau monde financier. 6 minutes. Good morning, and thank you for inviting me to participate in this session. I will try to address the title of this session, Global Finance, Has Anything Changed? Obviously, a great deal of change will take place in the global finance. Over the course of the last 12 months, it has become increasingly clear that we will need to change. The cost of financial crisis has become a huge burden on the global economies in terms of lost output, higher level of government debt, unemployment, and increased taxation. Lesson needed to be learned from the crisis and should be incorporated
in the new banking standards. The crisis has shown that banks have previously held too little capital and too few liquid assets. The issue of too big to fail needs to be addressed as well, not through the traditional prudential regulations, but through structural change to legislation, like the so-called attempted Volcker rule in the US, which attempts to separate deposit taking from proprietary trading. The current debate on banking regulation is hardly predictable, but it does seem reasonably clear that in the future, banks will be more restricted in the activities they can undertake and are likely to be smaller and less highly leveraged than in the past. The second issue that I want to address has come to the forefront of the global policy debate is what measures policymakers can take to moderate the effect of the credit cycle. By inflating asset prices to levels that were not justified by the fundamentals, the risk involved cannot be underestimated. In our region, for example, the oil exporting country, it has become clear that we need to do more to limit the oil price-driven liquidity. When oil prices are high, our financial systems receive an inflow of liquidity. The result was an economic boom in which inevitably some asset prices departed from their fundamental, especially in the real estate sector. In summary, I believe a great deal has changed in the global finance as a result of the crisis. However, because the crisis has affected different regions of the world in different ways, the policy response is not always going to be the same. The solution is likely to be found in a variety of macroprudential measures, some of which, like reserve requirements and loan-to-deposit ratio, were recently recorded as outdated. Thank you very much. Thank you very much. Je passe la parole à Jean Azéma, directeur général de Groupama, le deuxième assureur mutuel du monde et l'héritier des mutuelles agricoles ici en France. Avec vos racines dans le monde agricole et vos branches internationales, quelles sont les perspectives pour la finance mondiale, Monsieur Azéma? Bien, bonjour. D'abord, perspective de la finance mondiale, je me limiterai peut-être au secteur que je connais le mieux, à savoir l'assurance. Et dans ce cadre-là, je dirais que les perspectives, à mes yeux, sont aujourd'hui plutôt sombres, non pas parce que le marché ne devrait pas se développer, mais parce que je voudrais évoquer devant vous un sujet qui va en principe s'appliquer à partir de 2012, de fin 2012 aux compagnies d'assurance, qui est la nouvelle régulation qui effectivement participe, à mes yeux, d'un frein à la croissance économique mondiale, mais en particulier en Europe. Cette nouvelle directive qui définit la solvabilité des compagnies d'assurance est, au niveau conceptuel, basée sur une appréciation des niveaux de fonds propres nécessaires à l'activité d'assurance en fonction de la nature des risques. Je dis bien au plan conceptuel, ceci constitue une avancée indéniable par rapport à ce qui existait précédemment, où nous disposions d'un modèle très rustique, même s'il a fait ses preuves. C'est uniquement conceptuel, car depuis, toutes les mesures d'application qui ont été imaginées vont de mal en pis, aggravées par la crise, et me semblent être de nature à remettre en cause très fortement le rôle qu'ont les assureurs dans le financement de la croissance et dans le financement de l'économie à long terme. Ceci a été rappelé il y a encore quelques instants, sans répondre véritablement aux objectifs qui étaient ceux de la directive, qui étaient notamment d'assurer une meilleure stabilité et une meilleure gestion des risques dans le cadre d'une réglementation européenne qui serait harmonisée. Alors cette directive sans doute s'appliquera à la fin de l'année 2012 et à défaut d'être capable d'arrêter un train qui va dans le mur, peut-être faut-il essayer sans doute de trouver des mesures d'application qui soient
plus en adéquation avec les objectifs que peuvent avoir les régulateurs et la préoccupation que peuvent avoir les décideurs publics, certes d'assurer la stabilité des marchés financiers, mais aussi de favoriser la croissance économique. Je pense que c'est une des premières conditions d'une bonne régulation, c'est que non seulement elle doit assurer la stabilité du marché, mais en même temps servir l'économie et la croissance économique. Deuxièmement, que ces règles soient réellement harmonisées entre les différents secteurs d'activité, entre les différentes zones géographiques. C'est toute la question qu'a évoquée Michel Barnier déjà précédemment, du calibrage transatlantique dans une autre conférence. Et puis c'est la mise en œuvre de disciplines collectives s'étendant à l'ensemble des acteurs financiers. Et je voudrais vous montrer pourquoi Solvabilité 2 ne répond à aucun de ces critères et pourquoi, me semble-t-il, c'est une mauvaise régulation que nous envisageons. Première chose, toute la directive comprend une formule pour évaluer les fonds propres qui est la value at risk à 1 an, qui, combinée aux normes IFRS et à l'évaluation des actifs et des passifs en juste valeur, va conduire à une appréciation de la solvabilité des assureurs à court terme, ce qui veut dire qu'elle va augmenter la procyclicité des marchés et l'activité des assureurs sur les marchés financiers. Je pense que cette procyclicité, on en a beaucoup parlé au début de la crise sur les marchés financiers, et je ne vois aucune raison d'accentuer encore ces phénomènes-là. Mais au-delà de ça, l'utilisation de ces formules repose sur une analyse erronée de l'activité des assureurs. En effet, le risque principal d'un assureur n'est pas la liquidité. Le risque principal d'un assureur, c'est la solvabilité, et toutes les faillites de compagnies d'assurance qu'on a observées dans le passé dans les différents marchés ne sont pas venues d'une insuffisance de fonds propres, mais sont venues d'une insuffisance du calcul des provisions techniques et d'une sous-évaluation de ces provisions techniques. Le deuxième sujet, c'est celui de l'ampleur du risque. L'Association de Genève, qui regroupe 80 assureurs et réassureurs internationaux, a récemment publié une étude qui montre qu'au regard des critères du Conseil de stabilité financière, aucun des risques pratiqués par l'assurance ne présente un risque systémique au regard des critères qu'elle a retenus, je cite, la taille, l'interconnexion et la capacité de substitution auquel a été rajoutée dans le temps, c'est-à-dire la notion de temps, la vitesse de transmission des pertes aux tiers. Donc les assureurs ne présentent pas de risque systémique, et si à l'esprit de certains vient l'exemple d'une compagnie d'assurance AIG, force est de constater que c'est en dehors du métier de l'assurance qu'elle a connu ses pertes les plus significatives. Donc sur le plan de la stabilité et de la croissance économique, je pense que Solvabilité 2 ne répond pas aux critères. Elle n'y répond pas plus en termes d'harmonisation. Deux exemples, les fonds de pension ne sont pas soumis à la future règle de Solvabilité 2. Pourquoi ? Simplement parce que les choix entre les différents pays pour gérer la retraite complémentaire ne sont pas les mêmes sur le plan juridique. Donc, distorsion de concurrence à ce niveau-là. Distorsion de concurrence également entre les pays. Pourquoi ? Eh bien parce que aujourd'hui, on évalue à 4 fois le rapport de fonds propres exigé aux États-Unis et par rapport aux nouvelles règles de Solvabilité 2. Ça signifie donc que les compagnies d'assurance américaines seront placées dans une situation plus favorable que les nôtres. Et c'est un sujet qui est un sujet évidemment de distorsion de concurrence important. Donc je pense que pour les assureurs, mais quand on dit pour les assureurs, c'est pour les assurés, car tout ceci va changer notre modèle économique. Il me semble nécessaire que les décideurs publics, au-delà de mise en place de Solvabilité 2, puissent lancer une étude macroéconomique des impacts de ce qu'aura cette directive. La dernière date de 2007, avant la crise, et je vais vous citer simplement un élément de cette étude qui s'inquiétait à l'époque de voir disparaître les dettes souveraines des pays de l'Union européenne compte tenu de l'application des règles du pacte de stabilité qui conduirait à une réduction des dettes publiques. Convenez avec moi, nous n'en sommes pas encore là, malheureusement. Donc je pense qu'à défaut de pouvoir stopper la mise en place de Solvabilité 2, il conviendrait à minima de revenir à des normes de calibration qui soient au moins celles qui avaient présidé à l'adoption de cette directive, celles des QIS 4. Merci. Merci.
D'abord, bonjour à chacune et chacun d'entre vous et merci au Cercle des économistes de son invitation. Jean Monnet, les pères fondateurs de l'Union européenne, à qui on posait la question que vous venez de me poser, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste, répondait je suis déterminé. C'est exactement mon état d'esprit. Le débat qui nous réunit, c'est est-ce qu'on a changé quelque chose depuis cette grande crise la plus violente depuis 1929 moi, j'ai 3 petites questions qui rentrent dans celle-ci. C'est est-ce qu'on a répondu à la crise? Ma réponse est oui. Est-ce qu'on a changé quelque chose? Pas encore. Est-ce qu'on va changer? Et là, ma réponse est clairement déterminée. Oui, nous allons changer. Nous n'allons pas faire semblant de réformer parce que cette crise, elle, comme je l'ai dit hier un peu spontanément, elle n'a pas fait semblant. On a répondu à la crise depuis 2 ans, notamment les Européens. Toutes les institutions européennes ont fonctionné. Les institutions politiques, la Banque centrale, on a mobilisé 13% de notre PIB pour soutenir le secteur bancaire. On a réagi au bon niveau, qui était le niveau mondial, celui du G20, qui a pris beaucoup de décisions. On a pris au G20, et c'est ma feuille de route aujourd'hui à l'endroit où je me trouve, un corpus de règles inégalées, sans précédent. Et on a commencé d'ailleurs à mettre en œuvre, y compris il y a quelques jours, des mesures qui ne plaisent pas à tout le monde, mais je crois nécessaires sur les fonds propres et les rémunérations. Nous sommes dans la toute dernière ligne droite pour aboutir à un accord au Parlement et au Conseil des ministres sur la régulation des hedge funds et du private equity, sur la supervision, le paquet de la rosière. Donc, ma réponse est clairement oui, on a répondu à la crise. Est-ce qu'on a changé quelque chose? Pas encore. Et pour reprendre le mot de Christine tout à l'heure, qui disait « We are in the middle, the beginning of the end », je dirais un peu différemment, we are in the middle of the end of the beginning. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous sommes seulement à la fin du début de la réponse, et donc loin du compte. Qu'est-ce qui explique qu'on n'ait pas encore changé grand-chose, même si on a pris beaucoup de décisions? D'abord le temps de la démocratie, mesdames et messieurs, qu'il faut respecter. Une commission qui propose, des gouvernements qui proposent, mais un Parlement qui a aujourd'hui au Parlement européen un rôle égal à celui du Conseil des ministres. Tous les sujets dont j'ai la responsabilité, que Mario Monti connaît bien puisqu'il a eu cette mission de commissaire au marché intérieur avant moi, tous les sujets sont en codécision, sans exception, sur le marché intérieur comme sur la régulation. Donc le Conseil des ministres a un rôle réciproquement équivalent à celui du Parlement européen. Il y a aussi, au-delà du temps de la démocratie qui est long, mais qui est nécessaire, il y a des forces de résistance et des forces de conservatisme, des gens, mon voisin s'est exprimé un peu dans ce sens tout à l'heure, qui pensent que globalement tout était assez bien avant. Hier même, dans le débat qui a eu lieu, j'ai rencontré des assureurs, il y en a quelques-uns ici aussi, qui me disent qu'ils sont des enfants de cœur et qu'il ne faut surtout pas les confondre avec les banquiers. Les banquiers m'expliquent qu'il ne faut pas les confondre avec les hedge funds. Les hedge funds m'expliquent qu'il ne faut pas les confondre avec le private equity. Tous ces gens en Europe m'expliquent qu'il ne faut surtout pas les confondre avec les mêmes aux États-Unis. Et ils sont tous très différents, ils ont un point commun, ils ne sont responsables de rien au niveau de la crise. Il n'y a pas de responsable. Moi, je réponds oui, nous allons changer. Et comme cette crise n'a pas fait semblant, et que de près ou de loin, et je reconnais, je le dis aux assureurs, que c'est pour eux plutôt de loin que de près, tout le monde dans ce système où tout est lié, mesdames et messieurs, la moitié des banques en Europe, la moitié des banques, dans la moitié des pays européens, la moitié des banques appartiennent à d'autres pays ou à d'autres groupes. Nous avons affaire à des systèmes totalement transfrontaliers et le risque systémique est général, compte tenu aussi de la diversité des activités. Donc je voudrais répondre à ma troisième question. Oui, nous allons changer, on ne va pas faire semblant. Oui, je vais
mettre en œuvre le programme qu'Olivier Pastré tout à l'heure décrivait en 16 mesures. Probablement il y en a quelques-unes qu'il a oubliées, comme celle de la prévention des crises, le fonds de résolution, la taxe bancaire. Oui, nous allons le faire, je dis à mon voisin sans caricaturer, je n'ai pas prévu d'interdiction, notamment pas sur les ventes à découvert. Nous allons mettre de la transparence, de la régulation, du contrôle. Nous allons harmoniser les procédures de décision. Mais nous allons appliquer ce programme. Et je veux observer d'ailleurs qu'il n'y a pas une solution miracle par rapport à toute cette crise. Il y a une addition de mesures. Je vais le faire avec un triple souci de cohérence. La première cohérence, c'est entre le fait de décider, de mettre en œuvre, décider et délivrer. Il faut du courage politique, il en faudra partout dans toutes les institutions. Deuxième cohérence, c'est les mesures entre elles, veiller au bon calibrage, comme vous l'avez dit. Je suis extrêmement attentif aux résultats des études d'impact micro- ou macroéconomiques, et sérieusement, et à ce que Henri de Castres évoquait hier, comme j'ai bien aimé cette expression, la biodiversité financière. Autre calibrage avec les États-Unis. Nous n'avons pas les mêmes méthodes et les mêmes mesures, mais nous avons le même objectif, les mêmes objectifs, ceux du G20, qu'il faut atteindre parallèlement, même si j'observe des risques de divergence assez sérieux sur notamment un point qui est celui des normes comptables. Et puis, la troisième cohérence, elle est entre la gouvernance-régulation et puis la croissance. Mesdames et messieurs, on ne peut pas en ce moment tenir seulement un discours de régulation, de supervision, de contrôle des dépenses budgétaires, d'efforts, d'assainissement. Il faut aussi, vis-à-vis des citoyens, tenir un discours sur un projet politique, sur une offre en termes de croissance. Et Mario Monti, dans le rapport qu'il vient de publier, l'a très bien dit. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse autant que celui de la régulation, que celui des chemins d'une nouvelle croissance, à travers les infrastructures qu'on mobilisait, les investissements à long terme, le soutien à l'éducation, c'est le programme Europe 2020 que nous avons présenté, des politiques économiques européennes. Combien de temps va-t-on avoir cette situation incroyable où, dans un domaine, on a réussi à faire une vraie politique économique européenne avec des succès, celui du domaine que je connais assez bien, qui est la politique agricole, et qu'on est infoutu de faire la même chose en matière industrielle, dans certains secteurs de l'industrie, ou en matière de recherche, de mutualiser pour créer un effet de levier bien plus fort que le chacun pour soi ou le chacun chez soi. Et puis, je vais présenter en octobre, je vous le dis pour votre information, ce que nous appellerons le Single Market Act, qui sera un ensemble de 30 propositions législatives ou non législatives, opérationnelles en 2 ans, pour libérer le marché intérieur, pour le faire mieux fonctionner. Nous avons 1 à 2 points de croissance dans ce marché s'il fonctionnait mieux en nous-mêmes. Et donc je vais, brevet européen, commerce électronique, marché public et dans d'autres mesures, faire en sorte avec mes collègues que ce marché fonctionne mieux et soit le socle, la base d'une relance ou d'une nouvelle croissance. Peut-être aussi des idées puisqu'on parlait beaucoup d'épargne, auquel je crois, qui consisterait à créer, pour favoriser l'investissement sur le long terme, un livret d'épargne européen et la collecte de l'épargne populaire pour l'orienter vers les petites et moyennes entreprises. Alors, je conclus en m'excusant d'avoir, juste par une phrase qui m'est venue tout à l'heure en écoutant Stephen Green qui disait No alternative to the market. Il n'y a pas d'alternative au marché. Je pense qu'il a raison, mais il y a une phrase qui manque et que je voudrais emprunter à quelqu'un de célèbre, qui est Adam Smith, qui disait « Il n'y a pas de marché qui marche sans éthique chez ses acteurs. » Et on est loin du compte. Voilà ce que je pense. Merci. Merci beaucoup, M. Barnier. Et maintenant, je passe la parole à Dominic Cerruti, président de New York Stock Exchange Euronext. Vous avez un regard transatlantique avec votre poste d'aujourd'hui, mais aussi après une carrière dans l'entreprise avec plus de 20 ans avec IBM partout dans le monde. Donc, quelle est votre opinion des efforts des politiques, des régulateurs de créer un nouveau système financier? Bonjour et merci. La question, c'est donc qu'avons-nous changé dans la finance mondiale au cours de cette crise, puisqu'elle n'est pas terminée. Et si je pouvais la sous-titrer, la question, je citerai un proverbe latin, puisqu'on est à Aix, qui dit « N'accuse pas la mer à ton second naufrage ».
Et donc je vais essayer de développer ça en 3 points. Un mot de contexte très rapidement. Qu'est-ce qui se passe sur les marchés d'instruments financiers? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change plus vite? Parce que comme le disait Michel Barnier, il faut que ça change plus vite et on n'est pas assez rapide. Bon, sur le contexte, on ne va pas en parler trop longuement, vous le savez. La crise de 2007, gravissime, secoue la planète. C'est essentiellement une crise qui trouve pour beaucoup son origine dans un excès massif, généralisé, un recours à la dette dans le secteur privé. Les gouvernements se regroupent, traitent ce sujet-là dans un effort sans précédent, mais ce qu'ils font, parce qu'il fallait le faire, c'est qu'ils socialisent la dette privée et ils la shiftent dans le secteur public. Et on se retrouve du coup dans la deuxième phase de la crise que vous connaissez. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je ne vais pas élaborer sur ce point-là, ça veut dire qu'il faut être lucide. Ce que font les gouvernements, qu'on le veuille ou non, et qu'ils le disent ou non, et c'est ce qu'ils doivent faire, il faut qu'ils protègent la qualité de leur signature, parce que c'est la garantie ultime de stabilité des sociétés telles qu'on les connaît. C'est aussi simple que ça. Alors pourquoi je dis ça? Ce n'est pas mon expertise, mais il serait très, très présomptueux d'imaginer qu'on est à l'abri d'une autre crise systémique. Si ça se produisait, les gouvernements ne peuvent plus venir au secours en injectant des milliers de milliards comme ils l'ont fait pour sauver la planète. D'abord le système financier et ensuite l'économie. Et la conclusion, c'est que donc les marchés financiers doivent se prendre en main et purger, j'utilise des mots forts volontairement, les déficiences passées qui ont conduit à ça. Alors où est-ce qu'on en est? Je vais essayer d'être clair et je passe donc à mon point central. Il y a 2 ans et demi, vous le savez, il y a une directive européenne qui a été introduite qui s'appelle l'AMIF sur les marchés d'instruments financiers dont l'esprit a été totalement détourné. Les objectifs étaient louables, c'était baisser le coût du capital pour les investisseurs et amener de la compétition qui est toujours bénéfique pour l'innovation. 2 ans et demi après, plusieurs constats. Un, ça n'a pratiquement pas bénéficié, quand je dis pratiquement pas, c'est un euphémisme, ça n'a pas bénéficié ni aux émetteurs, donc aux grandes sociétés, les moteurs de l'économie, ni aux investisseurs. Alors on peut se demander à qui ça bénéficiait. Mais pire que ça, il y a 2 grands phénomènes, c'est ce que je développais en 1 minute, qui sont apparus, que la MIF a laissé apparaître, parce qu'elle a été détournée. 1, une opacité galopante. 2, une hyperfragmentation. Et ça, ce sont 2 risques sévères qui mettent en danger la stabilité et l'intégrité des marchés au moment même où les gouvernements et le G20 essaient de manager la situation au niveau mondial sur la partie économique. Alors, je vais essayer de développer ça très rapidement. Opacité, de quoi on parle? Sur le marché des actions, l'opacité a doublé en 2 ans. Elle est passée de 20 ou 25% à 43% aujourd'hui. Waouh! En plein milieu de la crise. Sur le marché des dérivés, l'opacité, c'est 80%. Sur le marché de la dette ou de l'obligation, c'est 95%. Donc, ce n'est pas un phénomène qui est marginal. Et ça se développe. Donc, on peut se demander pourquoi et à qui ça profite, puisque ce n'est pas aux investisseurs ni aux entreprises. Les effets de l'opacité, pour être simple quand même ce matin, sont terribles. Un, vous le comprenez, ça échappe totalement à la vision de régulateurs qui ne peuvent pas voir ce qui est opaque. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a des phénomènes qui sont apparus, je vais en citer un sans le développer, de crossing network, qui est la capacité qu'une institution financière a à faire du matching ou de l'appariement d'ordre en interne, sans en parler à qui que ce soit, et qui n'était pas du tout prévu par MIFID. C'est quasiment illicite aux yeux de MIFID. Néanmoins, ça s'est développé. Donc, ça échappe aux régulateurs. Ça vide les marchés transparents de leur substance. Et qu'est-ce que ça fait? Ça heurte ce qu'on appelle le price discovery dans le jargon, la découverte du prix transparent, c'est-à-dire je confronte l'offre et la demande, qui fait que vous, moi, les institutionnels, les investisseurs, comprennent ce qui se passe et comment se forme le prix. Et donc ça foule au pied la protection des investisseurs qui étaient nos objectifs initiaux. Et vous comprenez bien que ça foule au pied cette protection, on n'est pas prêt de restaurer la confiance qui est le fuel principal des marchés et qui fait terriblement défaut. Si vous voyez la volatilité actuelle, vous comprenez que c'est un problème de confiance. Et ce n'est pas un soft factor, c'est quelque chose de fondamental. Donc voilà les effets de l'opacité. Il y en a d'autres. Hein. Je pourrais citer la difficulté extrême d'évaluer les actifs quand ça se passe dans l'opacité. S'il y a une crise, qu'il y a un problème de liquidité, vous savez plus ce que vos actifs possèdent. Pour les entreprises comme pour les particuliers, c'est une catastrophe. Donc ça, c'est l'opacité. Et mon point, avant de passer au deuxième, c'est que ce n'est pas qu'elle est stable, elle a doublé en 2 ans. Le deuxième point, c'est un problème d'hyperfragmentation. Là aussi, il y avait un but louable quand la Commission européenne et les prédécesseurs de Michel Barnier l'ont fait. C'était pour introduire de la compétition et casser les monopoles des anciennes bourses. Bon, but louable. Mais l'exécution ou l'implémentation est beaucoup plus discutable. À quoi ça a conduit? À la création d'une multitude de plateformes électroniques qui bénéficient d'une série d'avantages qui sont désormais totalement injustifiés et qui toutes ont été créées par des banques anglo-saxonnes et qui toutes perdent de l'argent. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est à quoi ça sert de fragmenter les marchés, c'est-à-dire dans ce qui reste transparent, en plus de l'opacité dont je vous ai parlé, avec des business models qui perdent de l'argent, détenus par des institutions financières et qui bénéficient d'avantages qui sont
vraiment hallucinants. Alors je vais les citer très rapidement. Elles sont toutes à Londres. Elles font de l'arbitrage de régulation avec le régulateur européen le plus coulant, la FSA. Elles ont des frais de régulation qui sont 25 fois moins élevés que ceux que je paye. Elles n'emploient aucun personnel dans les pays dont elles traitent les actions, parce qu'elles ont une activité européenne. Les actions qu'elles traitent, ce sont les actions les plus liquides. Elles ne se préoccupent pas des actions non liquides, comme une bourse transparente le fait, ou des PME ETI. Elles ne vont que sur les actions les plus liquides. Elles n'ont pas du tout de contraintes de surveillance. Là où j'emploie 60 personnes, on ne pas qualifiées, qui travaillent main dans la main tous les jours avec les régulateurs pour détecter les abus de marché, elles le font de manière extrêmement embryonnaire avec 1 ou 2 personnes. Et elles n'ont pas du tout les mêmes contraintes de résilience informatique qui sont imposées aux marchés régulés, qui par nature ne peuvent perdre aucun ordre, aucune négociation. Bon, donc c'est de ça dont on parle. Et vous me dites, waouh, pourquoi? Sous le dogme sacro-saint de la concurrence, mais sans se méfier ou sans regarder les effets secondaires. Que sont les effets secondaires de l'hyperfragmentation, pour être rapide? C'est à nouveau, c'est une complexité terrible pour les régulateurs pour comprendre ce qui se passe à cause de la prolifération de ces plateformes. Ça disloque l'endroit où se forme le prix et l'endroit où potentiellement peuvent être traitées les transactions, et ces endroits peuvent être potentiellement discrétionnaires. Et donc, à nouveau, ça fragmente la liquidité. Ce sont des effets qui sont vraiment terribles. Je vais prendre un exemple pour arrêter là sur ce qui se passe. Le flash crash du 6 mai aux US. Vous en avez entendu parler. Le Dow Jones qui baisse en 45 minutes de 1000 points, sans aucune raison, mis à part de la volatilité et de la nervosité. C'est typiquement ça. C'est une fragmentation terrible sur le marché américain qui se produit actuellement en Europe. Un seul marché qui met des circuit breakers, des coupes-circuits, et qui remet de l'intervention humaine, c'est NYSE Euronext. Toutes les plateformes électroniques continuent à traiter. Et le bilan, c'est qu'on assiste à des aberrations. Accenture qui est traité, vous connaissez la valeur de la boîte, à quelques cents, mesdames, messieurs, à quelques cents, pendant quelques dizaines de minutes. Les transactions, parce que ce sont des computers qui les font, continuent, sauf sur d'autres marchés. Il y a eu des milliers de transactions qui ont dû être annulées, bien entendu, aucune sur nos marchés. Mais la fragmentation, c'est ça, avec le régulateur du coup impuissant qui s'est dit « Waouh, qu'est-ce qu'on a fait et comment on peut traiter ce truc-là » Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la combinaison de ces deux phénomènes, opacité galopante, qui est quand même le contraire, et c'est une situation tristement ironique, on n'a jamais eu besoin d'autant de transparence pour amener la confiance sur les marchés. La combinaison de cette opacité galopante et l'hyperfragmentation sont en train de mettre à mal la stabilité, l'intégrité et la transparence des marchés dont on a tous besoin, qui est une épine dorsale qui doit soutenir ce que le G20 et la Commission est en train de faire. Alors vous allez me dire, puisque c'est aussi grave que ça, et on peut démontrer ces choses-là, il y a des tas de documents académiques qui ont été écrits par des économistes. Je voyais Eli Cohen qui acquiesce du bonnet, je serai prêt. C'est donc la régulation progresse à grand train. Eh bien non. Alors je vais simplifier parce qu'il y a plein de raisons pour ça. Mais l'une des principales, c'est qu'il y a un bataillon de lobbyistes à Bruxelles, Michel Barnier connaît bien le sujet, ses équipes sont infiltrées de ça, qui entretiennent je parle tel que je le pense. C'est le moment de terme. Non, elles se défendent de ça. Non, excusez-moi. Ouais. Mes équipes ne sont pas infiltrées. Non, elles se défendent. Non. Je vais corriger mon propos. Elles sont soumises. C'est exact. Elles sont soumises à cette pression-là. Mais ce que je veux dire, et je vais retirer ce mot-là, donc elles sont soumises à cette pression-là. 500 lobbyistes des institutions financières, 5 ou 6 des institutions qui essaient de défendre les thèses que je présente. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est que du coup, je dois vous terminer. Je suis désolée. J'ai terminé Okay. En une phrase. Ça progresse très lentement eu égard à la sévérité des problèmes. Et je pense qu'il va falloir rallier les entreprises, donc les émetteurs, les marchés transparents, les investisseurs, bien entendu les régulateurs, pour essayer de se regrouper et essayer de faire avancer ces thèses le plus rapidement possible, parce qu'on n'a pas le droit de reprendre ce risque-là en cas de crise systémique. Et je conclurai en disant, on ne peut pas accuser la mer à son second naufrage. Merci beaucoup. On passe à l'Allemagne, à Hans-Helmut Kohl. Vous êtes un régulateur très expérimenté avec des responsabilités à la Deutsche Bundesbank pour la stabilité financière du processus G20 et dans le Financial Stability Board OCDE, et je peux continuer. Donc je vais vous demander, est-ce que vous pensez, après le G20 la semaine dernière, est-ce que vous pensez qu'on est en train de
de vraiment créer des choses nouvelles. Bonjour à tous. Il faut que je commence que j'ai quitté la Bundesbank, je suis dans une phase cooling off, si vous voulez. Alors, j'ai plus le chapeau de la Bundesbank sur mon crâne. D'abord, je veux remercier les organisateurs du cercle pour m'avoir invité parce que ça me permet d'apprendre beaucoup, aussi du français. Premier mot que j'avais appris aujourd'hui, c'est relance. J'espère pas que je l'avais oublié. Il y a une certaine déception, frustration généralisée, c'est votre question, madame, après Toronto. Et je me demande si cette perception est juste. Et je vais conclure que c'est plutôt une perception qui n'est pas bien fondée. Je veux faire 3 observations. Une sur question coordination de la formation des règles internationales. Deuxième observation, deuxième remarque plutôt sur question substantielle et troisième remarque sur mise en place sur l'implémentation. D'abord, il faut avouer qu'il nous avait pris pas mal de temps d'accepter que nous sommes dans une crise. Il nous fallait à quelqu'un jusqu'au septembre 2008 d'accepter que nous sommes dans une crise et maintenant on débat très farouchement si tout ça n'est pas trop, le processus n'est pas trop lent, qu'on n'a pas perdu du momentum. Il faut d'abord souligner que la première année était la phase de gestion de la crise, crisis containment, et que dans cette phase, on a aussi essayé de converger dans le diagnostic pour proposer des règles qui sont conçues pour le moyen long terme, pas pour l'application immédiate, mais avec phase de transition de moyen long terme. Alors, pour utiliser ou misutiliser Freud, c'est un peu l'infantilisme de croire qu'on peut arriver à des résultats d'une vitesse qui est apparemment celle qu'on croit avoir. À quoi sert le processus J20 ? Je crois qu'on le peut comparer à la discussion sur la coordination de la politique macro qu'on a eu depuis une trentaine d'années au minimum. Et là, il y a, c'est le reflet d'une intégration des marchés, de nos marchés, l'imbrication de nos économies, la gestion de cette influence significative mutuelle. Et pour gérer cette situation, il y a évidemment un besoin de coordination. Et ce besoin de coordination a des implications majeures dans nos économies. Ça veut dire qu'on bute tout le temps à des problèmes s'il y a des différences en termes d'analyse, si on a des différences en termes d'objectifs, ou si les situations économiques dans les pays qui sont en train de se coordonner sont différentes. Et en vue de ça, ce qu'on a arrivé à faire avec les J20, et plus spécialement le Financial Stability Board, on n'a pas vraiment le droit d'être déçu parce qu'on a abouti à un diagnostic commun. Ça c'était souligné dans le débat aujourd'hui plusieurs fois. On a abouti à des propositions substantielles que je veux simplement souligner. Ce sont surtout les questions qui sont adressées à Bâle II, qui doit être refait, qui est en train d'être refait. Il y a là 6 points. Le premier point, c'est un levier beaucoup trop élevé. It's never different. It's always too much debt.
Et l'ingénierie financière permet de créer du leverage par des multiples voies. Alors on va adresser ça. En vue de l'imperfection des modèles du risk management, on va aussi introduire une leverage ratio, une restriction complémentaire. On accepte maintenant un problème qui était débattu avant l'introduction de Bâle II, ça veut dire la procyclicité. Ça s'était débattu dans des papiers académiques longtemps avant Bâle II. C'était jamais une très bonne idée de financer l'actif avec une durée de 4 années, la moitié de l'actif par les marchés monétaires overnight. Alors on va adresser la question de liquidité. Et plus important, on accepte qu'il faut adresser les macro-externalités, le macro-prudentiel. En Europe, on est en train de créer un European Systemic Risk Board. Alors, on a tiré les leçons justes, un diagnostic commun, des propositions qui vont dans la direction correcte. Pourquoi la déception? Nous avons eu un plan dès septembre 2009. Le principe était d'internaliser les externalités. Et maintenant, on a le sentiment qu'il y a des opportunités gâchées. Je crois là, il faut vraiment aussi adresser pas seulement les pauvres civil servants, mais aussi les lobbies, qui n'ont fait que chercher des erreurs dans toutes les propositions, comme le commissaire l'avait dit. M. Barnier l'avait dit, il n'y a pas un instrument, il y a toute une série des instruments. Tous ont des bénéfices et des coûts, mais les lobbies n'ont proposé aucune suggestion ça c'est la raison pour laquelle le débat doit être public, pourquoi ça concerne le public en général. En vue des coûts sociaux énormes que nous avons eus, on a maintenant vraiment le droit davantage de précautions. Et je veux poser un pari contre le pari de Schleifer. Si le pari du professeur Schleifer était correct, nous aurions échoué. J'espère bien qu'on mette en place les propositions quand ils sont maintenant très détaillés. Il faut simplement regarder, et ça c'est l'innovation institutionnelle la plus innovante, le FSP. Alors j'espère bien qu'on mette ça en route. Comme banquier allemand, on ne cite pas Churchill ou Goethe, mais plutôt Paul Valéry. L'avenir n'est plus ce qu'il était, j'espère. Okay. Merci. Nous allons maintenant écouter Eric Lombard, PDG de BNP Paribas Assurance, ancien conseiller au ministre des Finances, mais financier confirmé depuis 20 ans. Et à BNP, vous êtes aussi président du groupement français des banques assureurs. Est-ce que c'est possible de restaurer la confiance avec les nouvelles règles? Et si oui, comment? J'aimais bien le début de la matinée placé sous les auspices de Churchill, mais étant français, il fallait quand même trouver un écrivain français, et Albert Cohen a écrit un très beau livre sur Churchill qui s'appelle Churchill d'Angleterre, où il y a cette phrase que je trouve tout à fait adaptée, qui dit que le temps de la peur est passé et que voici venu le temps du courage. Alors j'ai 4 remarques après ce début ambitieux pour essayer de restaurer la confiance. Les 2 premières portent sur les questions de fonds propres. Première remarque, l'origine de cette crise, elle est certainement financière, mais elle n'est certainement pas due à un niveau de fonds propres insuffisant dans le système. Des fonds propres suffisants n'auraient pas évité la faillite de Northern Rock, n'auraient pas évité les difficultés d'AIG,
n'aurait pas évité Lehman Brothers, n'aurait pas évité Citibank. Première remarque. La deuxième remarque, elle en découle avec une logique qui est implacable. Ce n'est pas en mettant plus de fonds propres dans le système qu'on préviendra les crises suivantes et qu'on va nécessairement le solidifier. Au contraire, il faut faire attention aujourd'hui à ne pas appuyer à la fois sur l'accélérateur et sur le frein. Si on met plus de fonds propres dans le système financier, la conséquence, ça va être quoi? Ça va être que les banques vont moins prêter, que les assureurs vont moins assurer et moins investir. Donc, solvabilité 2, BAL 3, il y a plein de choses extrêmement utiles, extrêmement intelligentes, mais il faut faire très attention au calibrage. Si le calibrage aboutit à ce qu'on mette trop de fonds propres dans le système, ça fera moins de soutien à l'économie. J'irai même plus loin pour redire un mot de solvabilité 2, après ce qu'a dit Jean Azéma vigoureusement, dans le calibrage. Juste un exemple très simple. Aujourd'hui, en France, les assureurs détiennent 1500 milliards d'euros d'actifs. 1500 milliards d'euros d'actifs, dont la moitié, 750 milliards d'euros, financent directement les entreprises par des actions ou par de la dette des entreprises. C'est sûrement un hasard, les économistes nous le diront, mais l'État français a 1500 milliards d'euros de dette. Voilà. Alors, dans l'évolution de solvabilité 2, il y a deux solutions, pour faire très très simple. Soit les assureurs continuent à financer l'économie, et si possible même un petit peu plus, soit on dit que pour des raisons d'aversion au risque, et Henri de Castres en a parlé brillamment hier, eh bien on va financer intégralement le déficit public. On peut faire. Quel est l'intérêt de l'économie? Je pense que c'est un sujet à avoir en tête. Alors après ces deux premières remarques, une troisième remarque sur quelles sont les évolutions nécessaires pour que le système fonctionne mieux. Et là, moi, j'adhère complètement à ce qu'a dit Dominique Cerutti, et je me permets d'insister parce que c'est extrêmement important. C'est très très bien la régulation. Mais ce qui est essentiel dans les marchés, c'est la transparence. Un autre grand ancien, Irving Fisher, a écrit que le risque varie en fonction inverse de la connaissance. Je répète, parce que c'est juste le cœur du sujet, me semble-t-il. Le risque varie en fonction inverse de la connaissance. Et donc, un des sujets essentiels que nous avons, et surtout qu'ont les régulateurs dans les semaines, dans les mois à venir, c'est de mettre plus de transparence dans le système. Ce qui a fait défaut, ce n'est pas la régulation, c'est toutes les parties qui n'étaient pas régulées. La régulation, elle a bien fonctionné, mais les cancers se sont développés à l'extérieur de ce qui était régulé. Sur les marchés actions, il n'y a rien à ajouter, mais ce qui s'est passé depuis quelques années est absolument dramatique. Il faut mettre fin à ces dérives. Dans la liste des travaux d'Hercule d'Olivier Pastré, la transparence dans le marché des crédits default swap, je crois que c'est en train d'être fait, mais c'est évidemment nécessaire. Il faut un marché organisé avec des chambres de compensation centrales. Il faut qu'on sache ce qui se passe. Sur les marchés actions, tout ce qui est trading de haute fréquence, mais ça a des effets absolument désastreux. Donc, l'idée d'aller vers plus de transparence me paraît absolument essentielle. Quatrième et dernier point, et j'en aurai terminé, j'ai dit que la régulation c'était bien. Bon, il y a beaucoup de travail à faire, c'est parfait. Je pense qu'il y a quelque chose qui est plus efficace que la régulation, c'est la supervision. Parce que qu'est-ce que fait la régulation? La régulation, en gros, elle prépare la guerre d'avant, c'est-à-dire qu'elle va se préparer à éviter que ce qui s'est passé dans la crise qu'on traverse se reproduise. Mais on sait très bien que la crise suivante, elle va naître de produits qui n'existent pas encore, et donc par construction qu'on ne va pas réguler. La supervision, c'est quoi? Comme l'a dit récemment justement à l'Association de Genève, la responsable américaine de la supervision du secteur de l'assurance, si je veux savoir ce qui se passe dans telle compagnie, je leur passe un coup de téléphone et je leur demande. Voilà. Et on en parlait avec Christian Noyer avant de commencer cette séance. La tradition de la commission bancaire, qui certainement va être reprise par la nouvelle autorité de contrôle prudentiel, d'être de façon régulière chez les régulés, c'est-à-dire chez les banques, les compagnies d'assurance, etc., pour savoir ce qui se passe, c'est extrêmement efficace, parce que c'est ça qui permet d'éviter que se développe dans tel ou tel pays l'équivalent des subprimes. Parce que même si les subprimes n'étaient pas régulés aux États-Unis, un régulateur qui allait dans les compagnies aurait vu que ça se développait et peut-être même aurait pu arrêter cela avant que ça tourne au désastre que nous connaissons. Donc la régulation c'est bien, la supervision c'est mieux. Et sur tout cela, comme je le disais en introduction, il y a urgence. Il y a urgence parce que j'ai bien entendu ce que disait Christine Lagarde sur la sortie de crise. Mon sentiment comme opérateur,
c'est qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui tournent autour du baril de poudre avec des allumettes allumées. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lombard. Et maintenant, on tourne vers Pierre Mariani, un autre ancien de BNP Paribas et aujourd'hui directeur général de Dexia. Vous êtes mieux placé que d'autres pour nous dire si le réseau des régulateurs et lignes de communication en Europe ont amélioré assez pour éviter ou au moins réduire la possibilité d'une autre crise comme celle qui a frappé Dexia. Donc à vous, 5 minutes. 6 minutes 6 minutes, pardon. 6 minutes. Bon, 6 beaucoup minutes. de chance. Bon, alors je ne citerai pas Churchill, mais au moment où on change la régulation, c'est plutôt Chia qui me vient à l'esprit. Et les guépards, où on dit il faut que tout change pour que rien ne change. En effet, quand on voit ce qui est en train de se passer, on peut se demander si à la fois les changements qui sont en cours vont être opérants et surtout s'ils vont atteindre le but que les régulateurs et les hommes politiques qui les inspirent se sont fixés. Cette crise, c'est une crise, bien sûr, de la régulation. Et on l'oublie trop souvent. Non pas que la régulation n'existait pas, mais que souvent elle n'a pas été appliquée avec l'intensité souhaitable et avec la coordination souhaitable. C'est particulièrement vrai aux États-Unis où on avait des régulateurs éclatés et des régulateurs qui n'ont pas fait leur travail. C'est aussi une crise qui est due à l'absence de protection du consommateur dans bien des cas. C'est enfin une crise qui est liée évidemment au comportement des banquiers. On l'a dit, mais ce ne sont pas les seuls. Parce qu'un banquier prête de l'argent, mais il y a aussi des gens qui en empruntent. Et tout le monde en a emprunté. Les consommateurs individuels en ont emprunté, les individus en ont emprunté, les États, d'une certaine manière, en ont emprunté beaucoup. Ils en ont emprunté beaucoup après la crise, bien entendu, et c'était 12%. Vous avez mentionné l'impact du choc de finances publiques lié à cette crise, mais cet impact n'aurait pas été si fort si, depuis 30 ans, on n'avait pas accumulé les déficits publics en finançant non seulement l'État à crédit, mais également les régimes sociaux à crédit. Ces changements, ils sont nécessaires. Ils sont d'autant plus nécessaires que les profits des banques et du système financier dans le passé reposaient évidemment sur des bases spéculatives importantes. Quand on prend les profits des banques américaines sur la période 2000-2005, 50% venaient du carry trade, c'est-à-dire simplement du financement d'actifs risqués à très court terme, et 50% du rachat d'actions. Donc l'activité des banques n'a en rien contribué au profit du secteur bancaire pendant les 5 années qui ont précédé la crise. Je crois qu'il faut toujours s'en souvenir parce que ça donne un des axes fondamentaux qui est le retour au réel, c'est-à-dire au financement de l'économie réelle. Et on en est encore loin quand on voit la part que prennent aujourd'hui les marchés financiers et les marchés dérivés par rapport aux flux réels. Je prends par exemple dans le domaine monétaire et des devises, les transactions sur les devises représentent 100 fois les transactions sur les marchandises. Donc au bout d'un certain point, on peut dire que les marchés ont certes un rôle facilitateur et d'alimentation de la liquidité et de protection sur les risques. La disproportion entre les flux réels sous-jacents et l'industrie financière reste aujourd'hui un problème réel qui n'est pas adressé. Alors ces changements sont nécessaires, pour autant ils ne sont pas nécessaires partout de la même façon. D'abord parce que les régulateurs parfois ont fonctionné correctement. La preuve, on parlait du Bahreïn tout à l'heure, c'est le Canada, l'Australie, la France dans une certaine mesure. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas eu de sinistres majeurs qui ont été liés à ça parce que les régulateurs ont fait leur travail. Deuxièmement, parce que la structure des économies n'est pas la même. La crise de la dette, aujourd'hui, elle ne va pas toucher de la même manière des pays où on a un cumul d'endettement public et d'endettement privé, des pays où on a un endettement public mais avec un taux d'épargne important, et des pays où on a un endettement public limité mais un endettement très important
avec un taux d'épargne très limité. Et quand on fait cette grille, on s'inquiète bien sûr sur la zone euro, mais on s'inquiète aussi de manière tout à fait légitime sur la situation des États-Unis, qui, s'ils n'avaient pas le pouvoir de créer de la monnaie mondiale, seraient certainement dans une situation beaucoup plus préoccupante que bien des États européens. Deuxièmement, c'est un processus lent. Il a fallu 10 ans pour passer de Bâle 1 à Bâle 2, d'ailleurs à l'initiative des régulateurs américains, en tout cas de l'industrie financière américaine, puisque c'était Bill McDonough qui a présidé ces travaux, d'ailleurs en constatant que les banques américaines ne les ont jamais appliqués. Donc le temps de la régulation est lent, et malheureusement, ça n'est pas le temps de l'opinion publique et donc des hommes politiques. Donc il est très facile de s'adresser et de traiter des sujets qui font plaisir à l'opinion, comme celui de la rémunération. C'est pas ça qui change fondamentalement le sujet et les conditions d'équilibre du secteur. Enfin, il faudra également du temps pour corriger les déséquilibres existants, à la fois dans le système financier, mais aussi dans l'addiction des agents économiques à la dette. Et simplement, ce que je souhaiterais dire, c'est qu'il faudrait peut-être aussi éviter le remake de Bâle 2, justement, et qu'on est en train de regarder et d'observer en ce moment, c'est-à-dire que Bâle 2 a été promu à la demande de l'industrie financière américaine qui ne l'a jamais appliqué. Aujourd'hui, quand on voit les débats autour de la fiscalité des banques, je suis très frappé de la concomitance des initiatives européennes et de l'abandon par le Sénat du projet superbe de taxation gigantesque du secteur financier proclamé par le président Obama qui ne cessait d'affirmer « I want my money back ». Et enfin, je constate aussi qu'en matière de rémunération, là encore, si l'Europe a fait les efforts nécessaires, et ils étaient nécessaires, il ne semble pas que ce soit le cas dans un certain nombre de marchés. Donc une fois de plus, on a des initiatives proclamées aux États-Unis qui ne trouvent pas à s'appliquer, alors que l'Europe, en matière de fiscalité, de régulation, de comptabilité, part sur un bateau, sur des rails, avec parfois l'incapacité à se distancer dans l'application réelle de ces règles et de la régulation. Et je reviens aussi sur ce que disait Dominique Cerutti, parce que ça me semble très important. Cette crise est aussi une crise du marché, et pas simplement de la régulation, c'est une crise du marché, parce que les marchés financiers ne sont pas des marchés, ou beaucoup d'entre eux ne sont pas des marchés, comme on l'a vu pendant la crise. Il n'y avait plus de liquidité, il n'y avait plus de transparence, et par conséquent, il n'y avait plus un élément essentiel qui fait la caractéristique du marché, c'est la capacité à fixer un prix. Donc cette incapacité à fixer un prix, je crois qu'elle impose évidemment des aspects tout à fait importants et qui font qu'on voit bien comment une réglementation, aussi louable soit-elle, peut être complètement détournée de sa réglementation. Je m'arrête, j'ai dépassé mon temps. Merci beaucoup. Last but certainly not least, la parole à Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France et membre du board exécutif de la Banque centrale européenne. Et vous êtes européen confirmé, internationaliste aussi, et grand serviteur d'État ici en France et d'euro. Et donc, je vous demande, est-ce que vous êtes confiant qu'on va sortir de cette crise renforcée et plus sain? Merci. Merci beaucoup. Oui, je suis confiant. Je vais commencer par essayer de répondre à la question que vous avez posée, à savoir, est-ce que sur la finance mondiale, nous avons changé quelque chose? Et je ferai, si vous permettez, en décomposant cette question. D'abord, de quoi parlons-nous? Ce n'est pas très facile de savoir de quoi nous parlons. J'écoutais tout à l'heure Andrei Schleifer qui a dit dans une phrase que j'ai saisie au hasard, tout le monde sait que les banques européennes étaient beaucoup plus leveragées que les banques américaines. Alors ça, je sais que la totalité des Américains pensent cela, sauf les quelques qui commencent à travailler au comité de Bâle et qui commencent à faire des comparaisons entre pays. La réalité, c'est que c'est une illusion comptable. C'est-à-dire que quand vous prenez une banque européenne, vous la passez au filtre comptable américain,
le leverage est divisé par 2, 3, 4. Quand vous prenez une banque américaine, vous la mettez aux normes comptables européennes, le leverage est augmenté d'un facteur 2, 3, 4, ça dépend des... Et donc évidemment, on a eu l'illusion qu'il y avait un énorme leverage. Je ne dis pas que le leverage n'était pas trop important partout, mais la difficulté de mesurer, de comprendre est très très grande. Alors, deuxième question, j'aurais dû dire d'ailleurs que vous pourriez me suspecter de chercher à répondre à cette question avant de changer quelque chose, parce que c'est vrai que c'est une introspection un petit peu douloureuse. Si je réponds non, je suis condamné. Si je réponds oui, vous allez dire effectivement il y a un optimisme de façade. Je crois que la réalité, ce qui a été dit par beaucoup ce matin, c'est que nous avons ouvert beaucoup de bons chantiers, peut-être pas tous, d'ailleurs sur la transparence, en tout cas on n'a pas ouvert tous les chapitres, mais ce qu'il nous reste à faire, c'est de les mener tous à bien. Alors deuxième question, peut-on changer la finance? Peut-on vraiment changer la finance? Je crois qu'il y a deux types de réponses à ça. Il y a des gens qui en doutent, qui disent au fond, les excès de la finance sont ceux de la nature humaine, et donc, comme on ne peut pas changer la nature humaine, qu'elle est éternelle et immuable, nous aurons toujours des crises financières parce que ces crises naîtront, comme elles sont nées dans le passé, de l'aveuglement ou de la cupidité des hommes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On ne baisse pas complètement les bras, mais on dit l'essentiel, c'est de contenir leurs effets. Et donc, c'est ce qu'on cherche à faire quand on veut renforcer la résilience du système, la capacité de résistance du système financier. Moi, je crois qu'on peut être un tout petit peu plus ambitieux, et c'est le deuxième type de réponse qu'on peut avoir. Si on ne peut pas changer les hommes, on peut transformer l'environnement dans lequel ils agissent. En économie, on appelle ça créer les bonnes incitations. Et donc ça consiste collectivement à essayer d'élaborer des cadres et des normes qui individuellement nous rendent plus raisonnables. Je crois que c'est typiquement l'enjeu du débat sur les rémunérations. C'est encore plus vrai du débat sur les normes comptables. Si nous avons une comptabilité qui incite à la prise de risque, on aura des risques. Si on a une comptabilité qui rémunère la volatilité, on aura de la volatilité. Si on fait le choix inverse, on a une chance raisonnable d'avoir l'inverse. Troisième question, je continue à décliner la grande question, est-ce qu'il existe une finance mondiale? Je crois qu'on a un peu tendance à être ethnocentrique en Europe comme aux États-Unis quand on cherche à répondre, quand on répond à cette question, quand on pose cette question. Dans beaucoup de régions du monde, on ne pense pas qu'il faille changer la finance. C'est d'ailleurs un renversement un peu spectaculaire de situation. Souvenons-nous, à l'époque de la crise asiatique, un de mes collègues prestigieux, Alan Greenspan, disait cette crise montre la supériorité du modèle américain de capitalisme financier. Et on voit aujourd'hui les pays émergents qui nous disent notre approche prudente et très progressive de la libéralisation financière était la bonne approche. Alors, n'en tirons pas de conclusion définitive, mais soyons conscients que nous vivons dans un monde diversifié, qui a une diversité de modèles, et que nous devons trouver une régulation de la finance qui respecte cette diversité des modèles, et c'est vrai aussi entre les pays industrialisés ou à l'intérieur du monde des pays avancés. Et ça veut sans doute dire qu'au cours du XXIe siècle, on aura des systèmes différents en contact permanent. À nous de trouver la façon de rendre ce monde stable. Quatrième question, si on veut changer la finance, il faut savoir ce qu'on veut. Que voulons-nous? Je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est l'innovation, le second, la concurrence. L'innovation, je crois qu'on ne peut pas éluder la question de l'utilité sociale de certaines activités financières. Nous avons connu une innovation très importante ces 3 dernières décennies, ce qui allait avec une complexité croissante. La complexité a rendu le système assez fragile. Est-ce que ce système a été générateur de prospérité? Je crois qu'on peut dire que les économies qui étaient financièrement réprimées, entre guillemets, sont des économies qui sont bloquées dans leur croissance, mais en sens inverse, certaines formes d'innovation
ont un coût très élevé pour la société, notamment lorsqu'elles masquent la réalité. Je renvoie à ce qui était dit sur l'opacité par Éric Lombard et Dominique Cerruti, ce que je partage entièrement. Et donc il faut trouver le bon équilibre et il faut encadrer l'innovation lorsque c'est nécessaire par une standardisation des produits financiers et surtout assurer la transparence de ce qui se fait. Autre exemple, la concurrence. Nous avons besoin de concurrence. Et je crois fondamentalement à la concurrence, mais qui est fondamentalement bénéfique à l'économie, qui est même indispensable. Mais encore faut-il que la concurrence se fasse sur de bons critères et pas sur des faux critères de rendement immédiat qui masquent des prises de risques lointaines et massives. Ça, on ne peut plus l'accepter. De la même façon, il faut faire attention à ce que la concurrence ne se déplace pas sur le terrain réglementaire. Depuis 2 décennies, la concurrence réglementaire était presque érigée en dogme. Les États devaient se concurrencer eux-mêmes par le biais de réglementations, en théorie, de plus en plus efficaces. Et en fait, de plus en plus légères. On est allé évidemment trop loin. Il faut trouver un nouvel équilibre dans ce domaine. Dernière remarque pour terminer, la gestion du risque. Nous avons accumulé des risques financiers immenses sans s'en apercevoir et on en a payé le prix fort. Et je dirais qu'au fond, nous vivons là, dans le monde de la finance, un petit peu comme dans celui des catastrophes naturelles, où, prenons l'exemple de l'exploitation pétrolière en eau profonde, on voit les avantages des innovations, on ne calcule peut-être pas assez à temps les risques et les moyens de parer ces risques. Et tout l'enjeu de ces prochaines années, c'est d'arriver à contrôler le niveau de risque dans nos sociétés sans briser le dynamisme et les ressorts de notre prospérité future. Merci beaucoup. Merci à vous tous.